Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel événement organisé par la MSA du Languedoc. Je suis donc Hervé Garcia, conseiller en entreprise, en MSA du Languedoc. Donc cet événement, il est organisé dans le cadre de l'offre de services institutionnels aux entreprises. Donc tout d'abord, avant de démarrer, quelques infos pratiques pour le déroulement de notre matinée. Donc l'animation sera assurée par des spécialistes de la thématique, donc à savoir le docteur Richard et Christelle Vité qui se présenteront lors de la présentation. Vous pouvez intervenir à tout moment donc dans le chat, vous avez un onglet questions-réponses, donc vos questions dans un premier temps resteront anonymes et si elles méritent d'être partagées à la communauté, nous le ferons avec les réponses. Donc nous pourrons vous répondre à tout moment dans la présentation ou lors de différents passages dans la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Également, si vous pouvez nous préciser vos adresses mail afin qu'on puisse, le cas échéant, revenir vers vous. En fin de webinaire, nous partagerons naturellement un questionnaire de satisfaction et soyez rassurés, tous les documents présentés ainsi que la documentation ou des annexes seront mis au terme du webinaire à votre disposition sur notre site internet et l'information donc sera relayée sur nos réseaux sociaux dès que la mise à disposition sera effective. Donc le webinaire sur les arrêts de travail avec un objectif que je vous présente. Donc l'objectif sera de présenter une cartographie nationale des arrêts de travail, de présenter les actions permettant la maîtrise des dépenses d'indemnité journalière sur les risques maladie, accident du travail et maladies professionnelles, et enfin les mesures d'accompagnement des salariés. Une petite précision, donc la cartographie qui vous sera présentée est fondée sur des données 2023 et 2024 sur des entreprises de plus de 50 salariés. Le décor est implanté, je vais à présent vous présenter donc le sommaire de ce webinaire. Donc après les propos introductifs, nous vous présenterons donc la cartographie nationale, les résultats par secteur d'activité, les actions de maîtrise des dépenses, un flashback sur les actualités avant de conclure cette présentation. Il me reste à vous remercier donc de votre attention et à donner la parole donc au docteur Richard qui va dans un premier temps se présenter et assurer les premières diapositives. Bonjour à tous. Donc sur ces propos introductifs, je vais simplement rapidement me présenter. Je suis le docteur Richard, donc je suis médecin-chef du service du contrôle médical en MSA du Languedoc. De formation, je suis médecin généraliste, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années en cabinet libéral, ce qui fait que la problématique d'arrêt de travail côté professionnel de santé, je la connais bien. Et j'ai rejoint la MSA en 2023. Voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Effectivement, d'arrêt de travail. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi un arrêt de travail? Je pense que vous savez tous répondre. Mais le Conseil national de l'Ordre des médecins a donné une définition qu'on va lire ensemble. Donc, ils la définissent comme telle. Donc, l'indemnisation des arrêts de travail par les organismes d'assurance maladie et les assureurs, par le biais des indemnités journalières et des indemnités complémentaires, repose sur, et donc c'est là la définition, la constatation médicale de l'incapacité de travail effectuée par le médecin traitant. Précision faite que le fait de prescrire un arrêt de travail est déjà en soi un acte thérapeutique. Donc, voilà, si je reprends vraiment la partie importante, c'est la constatation médicale de l'incapacité de travail effectuée par le médecin traitant. Alors, on n'est pas très nombreux. On va vous mettre dans questions-réponses 2 propositions. La première proposition, c'est « Je suis d'accord avec cette définition ». Donc, vous likez si vous êtes d'accord. Et la deuxième proposition, c'est « Je ne suis pas d'accord avec cette définition ». Et si vous likez cette proposition-là, peut-être mettre en quelques mots, si vous pouvez, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord
avec cette proposition, enfin avec cette définition, pardon. Donc pour l'instant, on en a 2 qui sont d'accord. Vous êtes 27 participants. Je vais attendre quelques secondes. Alors, pour rappel, donc les questions-réponses remontent donc dans le chat, dans la rubrique en vedette. Bon, je ne vais pas forcément attendre plus. J'en ai 3 qui ont liké la proposition « Je suis d'accord avec cette définition » et personne n'a liké « Je ne suis pas d'accord avec cette définition ». On en a un petit peu plus sur la première, maintenant on en a 5. Donc ceux qui ont répondu, en tout cas, sont d'accord avec cette définition. Alors, moi, je suis d'accord évidemment avec cette définition, mais pour moi, elle est incomplète. À mon sens, il manque 2 mots indispensables. J'aurais dit que ça repose sur la constatation médicale de l'incapacité totale de travail. Pourquoi? Parce que si on a une fracture du 5e orteil gauche et qu'on est téléconseillé à domicile, donc on reste chez soi, l'incapacité de travail, elle est discutable. Donc voilà, j'aurais précisé totale et je préciserai aussi une incapacité temporaire de travail. Ça a son importance parce que si on a une incapacité qui est permanente, on ne relève plus d'un arrêt de travail. On relève d'autres dispositifs qu'on verra un peu plus tard, mais on ne relève plus d'un arrêt de travail. Voilà, donc moi j'aurais été un peu plus complète sur la définition et j'aurais dit que c'est la constatation médicale d'une incapacité totale et temporaire de travail effectuée par le médecin traitant. Voilà. Alors, nous avons une question qui se rapporte à cette définition dans le fil de discussion. Est-ce que l'arrêt de travail peut être prescrit uniquement par le médecin traitant ou est-ce que le médecin aux urgences peut prescrire? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Le médecin traitant, c'est celui qui nous connaît, donc qui est le plus à même de prescrire un arrêt de travail, mais bien sûr qu'un urgentiste peut prescrire un arrêt de travail, un spécialiste peut prescrire un arrêt de travail ou le remplaçant du médecin traitant. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Le contexte de ce webinaire, c'est quoi? C'est évidemment le coût des arrêts de travail. Vous le voyez, les arrêts de travail, c'est en dépenses, c'est 12 milliards d'euros pour les arrêts maladie et c'est 4 milliards pour les accidents de travail, maladies professionnelles. Donc ça représente un coût total de 16 milliards d'euros, avec une augmentation quand même significative sur les 5 dernières années. Hop. Ça a représenté en 2022 pratiquement 9 millions d'arrêts maladie. Donc ça a des impacts importants, d'abord sur les entreprises, vous êtes bien placés pour le savoir, avec de l'absentéisme et une perte de productivité. C'est aussi pour les salariés, ça peut être l'expression d'une dégradation de leur état de santé, mais ça peut être aussi, et c'est pas noté, une expression d'une dégradation de leurs conditions de travail. Et puis, pour la société et l'assurance maladie, évidemment, c'est une dépense conséquente. Je vais passer la main à Christelle Vité, qui est responsable de notre service santé à la MSA du Languedoc et qui va vous rappeler un peu les obligations des salariés quand ils sont en arrêt, ainsi que les délais de carence. Ton micro, Christelle. Christelle, votre micro. Donc, au niveau du département santé, nous gérons les prestations en espèces et il nous est paru important quand même de faire un point sur les obligations du salarié.
Alors, le salarié a plusieurs obligations déjà vis-à-vis de son employeur. Il a un délai de 48 heures pour lui remettre le volet 3. Ce volet 3 doit être remis, qu'il s'agisse d'un arrêt de travail papier ou d'un arrêt de travail électronique, puisqu'à l'issue de l'arrêt de travail électronique, le médecin remet au salarié un justificatif qui est le volet 3. Il doit également remettre à son employeur, si c'est le cas, le bulletin d'hospitalisation, qui est un document qui peut justifier de son absence. Vis-à-vis du contrôle médical, l'assuré a un délai de 48 heures pour transmettre le volet 1 et le volet 2. C'est impératif et je vous rappelle que depuis le 1er juillet, date de la mise en place du nouvel arrêt de travail, le téléservice ne doit plus être utilisé pour les arrêts de travail papier. Le contrôle médical ne doit pas recevoir le volet 3. Ce volet est pour l'employeur et nullement pour la MSA du Languedoc et ses services. L'assuré doit veiller à ce que les éléments d'ordre médical soient bien portés par le médecin, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté dès lors que nous réceptionnerons l'arrêt de travail, et notamment le papier. Il doit également respecter les horaires de sortie et il a l'obligation d'informer le contrôle médical dès lors qu'il quitte sa résidence habituelle. Vis-à-vis du service administratif, il doit transmettre le bulletin d'hospitalisation et en aucun cas, il ne doit se soustraire au contrôle de présence à domicile par l'envoi tardif de ces documents. Voilà, je précise que le non-respect de ces différents points peut générer un rejet de versement des indemnités journalières. Deux points également que je pense important de rappeler, c'est qu'un assuré qui bénéficie de la subrogation n'est pas exonéré d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de l'assurance maladie. Le fait qu'il a le maintien de salaire par son employeur n'est pas, on va dire, un droit qui lui permet de ne pas accomplir ses démarches en tant qu'assuré. Et non, tout non-respect ou tout manquement au point que je viens d'évoquer peut engendrer la suspension ou le non-versement des IG. Je rappelle également qu'un employeur a souvent le cœur d'accompagner au mieux ses salariés, mais qu'il ne doit pas se soustraire aux démarches que doit réaliser son salarié. L'employeur a ses droits et obligations, le salarié a ses droits et obligations. Et lors, si vous souhaitez revoir le webinaire que nous vous présentons, il sera publié sur la page de la MSA du Languedoc à l'endroit habituel et on vous y mettra également 2 flyers qui rappellent les droits et obligations de l'employeur et du salarié pour que vraiment vous ayez un document d'appui si vous devez avoir un échange avec l'un de vos collaborateurs. Ensuite, les carences. Donc, au niveau des carences, un arrêt de travail supporte une carence de 3 jours, un arrêt de travail maladie. Dans le cadre de prolongation, il n'y a pas de carence. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Prolongation, pas de carence. Si vous avez un arrêt de travail pour lequel l'assuré est en lien avec la LED ou avec les soins discontinus de plus de 6 mois, dans ce cas-là, la carence ne s'appliquera qu'une fois. Pour la maternité, pas de carence. Pour la T, pas de carence également. Et on profite de ce temps d'échange pour rappeler que le jour accidenté est considéré comme un jour travaillé. Petit point important qui semble nécessaire de rappeler, c'est qu'un arrêt de travail initial, couvert par un délai de carence, ne donne pas lieu à un paiement d'IJ. Par contre, il est nécessaire de nous transmettre une DSN événementielle. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on fasse un petit point sur les questions parce qu'il y en a quelques-unes dans le chat.
Première des questions, serait-il possible de donner des informations sur les arrêts de travail en téléconsultation? Oui. Alors, un arrêt de travail en téléconsultation est possible uniquement, alors, s'il est, il est réalisé par le médecin de la téléconsultation, c'est 3 jours uniquement. Voilà. Il peut être renouvelé par le médecin traitant ou une sage-femme dans le cadre d'une maternité. Mais concrètement, l'arrêt de travail en téléconsultation de base, il ne sera pas indemnisé par l'assurance maladie et on peut uniquement avoir 3 jours qui correspondent à la carence donc et qui est prescrit par le médecin de la téléconsultation. Voilà, si vous souhaitez avoir des précisions ou si la question suscite autre chose, n'hésitez pas à revenir dans le chat, hein. Autre question, si nous constatons, alors là on anticipe un petit peu les nouveautés qu'on devait aborder en fin de webinaire. Si nous constatons que le nouveau CERFA d'arrêt de travail n'est pas utilisé, que devons-nous faire? Alors vous, à votre niveau, vous n'avez rien à faire. C'est nous, au niveau de l'assurance maladie, qu'on va revenir vers l'assuré pour lui faire part de la difficulté de traiter son arrêt de travail, compte tenu qu'il ne répond pas aux normes actuelles. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, ce nouveau formulaire CERFA est en cours de déploiement et qu'on est encore dans une phase transitoire. Donc, vous pouvez encore réceptionner un arrêt de travail ancienne formule. C'est encore possible, mais c'est en train d'arriver à la fin, hein. On est vraiment au bout de la période transitoire. Alors, une question sur la notion d'incapacité totale de travail en lien avec le télétravail. L'employeur nous demande concernant la notion d'incapacité totale de travail, cela soulève la question du télétravail prescrit par le médecin. Les modalités d'organisation du travail sont à la décision de l'employeur. Comment faire le lien avec la décision, la prescription du médecin? Alors, par rapport à ce point-là, Catherine, c'est peut-être bien que tu prennes le relais? Oui. Donc la question du télétravail prescrite par le médecin, alors je suppose que c'est pas précisé, mais c'est par le médecin traitant. Un médecin traitant ne peut pas prescrire du télétravail, hein. Ça, c'est de la préconisation du médecin du travail. Donc c'est de l'organisationnel et effectivement, il faut que l'employeur soit d'accord. C'est-à-dire que le salarié passe devant le médecin du travail qui fait une préconisation de télétravail et l'employeur accepte ou refuse cette préconisation. Alors, l'employeur est-il prévenu du non-respect des consignes par le salarié? Des consignes j'imagine, de dépôt des documents, de transmission des informations, j'imagine? Alors, l'employeur sera prévenu, oui et non, c'est pas tout à fait ça. L'employeur, dans le cadre de la subrogation, s'il ne peut être indemnisé, recevra un courrier de non-indemnisation. Très bien. Et si un salarié nous transmet un deuxième arrêt initial au lieu de prolongation? A priori, ce serait une erreur du médecin. Devons-nous demander aux collaborateurs de redemander un nouvel arrêt ou bien faites-vous la régularisation vous-même? Alors, un employeur n'a pas à demander à son salarié de faire un nouvel arrêt. Parce qu'on peut avoir 2 arrêts initiaux. S'il y a un changement de pathologie, il y a des règles. Donc, il n'a pas la lisibilité nécessaire pour demander ces éléments-là. Dans tous les cas, s'il y a 2 arrêts initiaux, selon la situation, il y aura 2 carences. Et l'assuré, à un moment donné, si ce n'est pas bon, va revenir vers nos services. Et à ce moment-là, nous ferons le point avec lui et nous lui demanderons un arrêt de travail rectificatif. Mais dans tous les cas, ça viendra de la caisse d'assurance maladie et non de l'employeur. Très bien. Une question sur les arrêts de travail, c'est assez récurrent en téléconsultation. Donc ce serait des arrêts de travail consécutifs par des organismes ou médecins différents. Pour l'employeur, naturellement, il est impossible de savoir si cela concerne la même pathologie. Comment l'employeur pourrait-il les contester?
Alors, l'employeur, on le verra tout à l'heure à la fin de cette présentation, a la possibilité de déclencher à son niveau des contrôles. Donc, je vous propose d'attendre la fin de cette présentation où nous répondrons plus amplement en détail à cette question. Très bien, il y a également une question sur le nouveau CERFA, on la verra à la fin peut-être. Dernière question avant de passer à la suite. L'information faite par la MSA est un courrier transmis par voie postale ou via le site? Vous pouvez retrouver dans votre espace privé les courriers employeurs, les courriers qui sont transmis par la MSA. Et les informations aux salariés? Les informations aux salariés sont dans l'espace privé du salarié Très bien. et ne seront pas communiquées à l'employeur. Bien, merci pour cette première salve de questions. Je vous propose qu'on prenne la suite de la présentation. Voilà, merci. Donc la cartographie nationale des arrêts de travail. Alors avant de passer au détail de cette cartographie, je voulais vous donner quelques éléments sur l'étude en fait qui nous a permis d'aboutir à cette cartographie. Donc comme on vous l'a dit en introduction, cette étude concerne d'abord les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 50 salariés affiliés à la MSA bien sûr. La période d'étude démarre en 2023. Si on peut revenir sur la slide juste précédente. Merci. Sur l'année 2023, c'est-à-dire que c'est les nouveaux arrêts de travail en 2023. Hein, ceux qui auraient démarré en 2021, 2022 et prolongés en 2023 ne sont pas comptabilisés dans cette étude. Et on a prolongé la durée de l'étude jusqu'en septembre 2024 afin de pouvoir mesurer en fait les arrêts de travail les plus longs. Ça concerne aussi bien les arrêts de travail maladie que les arrêts de travail accident de travail maladie professionnelle. Sont exclus bien sûr les congés paternité, maternité. Sont comptabilisés uniquement les arrêts de travail de plus de 3 jours pour la maladie, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà du délai de carence. Et donc au final, cette étude a porté sur 4223 employeurs et 722 200 salariés. On va le retrouver dans la slide suivante. Voilà, donc vous avez là un tableau qui vous reprend en fait par type d'activité. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Voilà. Donc par type d'activité, hein, avec le code NAF, la répartition que ça représente hein, en masse salariale et la répartition par établissement, par nombre d'établissements. Vous retrouverez en annexe, si besoin, hein, tous les codes NAF avec les activités correspondantes. Donc là, on voit que la première grande activité, hein, secteur d'activité, c'est l'agriculture, sylviculture, aquaculture. C'est grosso modo tout ce qui est production agricole, donc ça représente 31% des salariés sur pratiquement la moitié des établissements. Donc c'est a priori des établissements plutôt de moyenne taille. La deuxième activité la plus représentée, c'est les activités financières et d'assurance. Donc c'est là qu'on va retrouver le Crédit Agricole, Groupama, les chambres d'agriculture, les caisses de MSA. Donc ça représente 20% des salariés, mais par contre, vous voyez que ça représente que 5% des établissements, parce que c'est des établissements de grande taille. Les activités de services administratifs et de soutien, c'est tout ce qui est services de remplacement, groupement d'employeurs, mais aussi tout ce qui est activité paysager. L'industrie manufacturière, c'est tout ce qui est cave coopérative, scierie, ce genre d'activité. Ensuite, on a les commerces. Santé et action sociale, c'est là que vous allez retrouver toutes les structures d'aide à domicile.
Donc, vous voyez que ça représente 3% des salariés. Et puis, dans autres, vous avez l'enseignement dans les lycées agricoles, vous avez les associations de gestion de comptabilité, les zoos, les jardins botaniques, voilà, etc. Donc, vous retrouvez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire 722 200 pratiquement salariés sur 4 223 établissements. Alors, les résultats donc, généraux pour les grands comptes, hein, donc c'est que sur ces 722 000 salariés, on a 55 601 salariés qui ont bénéficié d'au moins un arrêt de travail sur l'année 2023. Ce qui représente 7,7% des salariés, donc 88% en maladie et 12% en accident de travail, maladie professionnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque spontanément, hein, 7,7% des salariés. Moi, ça ne m'a pas paru énorme en fait comme chiffre, très sincèrement, je m'attendais à plus que ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier un biais, entre guillemets, c'est qu'on n'est que sur la population salariée des grands comptes. Ce n'est pas forcément le reflet de l'ensemble des salariés et non salariés du monde agricole. Et donc, ça a représenté sur 2023 pratiquement 76 000 arrêts de travail. Et en termes de coûts, eh bien, ça représente 128 millions d'euros pour les indemnités journalières, toutes législations confondues, c'est-à-dire accident de travail, maladie professionnelle et maladie. Alors là, on a un tableau sur lequel je vais m'arrêter un petit peu. On ne va pas détailler tous les chiffres, ça en ferait trop, mais j'ai mis en rouge et en gras ceux qui me paraissaient intéressants. Donc, vous retrouvez dans le même ordre, hein, les grands types d'activités, avec une colonne du nombre d'arrêts de travail, et donc le poids que ça représente, hein, en pourcentage, le montant, hein, le coût que ça représente, et l'indice de fréquence. En sachant que l'indice de fréquence, c'est le rapport entre le nombre d'arrêts de travail et le nombre de salariés. Si vous allez tout de suite à la dernière ligne, vous voyez que l'indice de fréquence, toute activité confondue, il est de 9,2 en maladie et il est de 1,3 en accident de travail, maladie professionnelle. C'est ce qu'on retrouve, hein, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, on a 88% des arrêts en maladie en 2023 et 12% en accident de travail. Alors, ce qu'on peut relever comme chiffre intéressant, c'est que sur l'activité de production agricole, hein, donc qui est agriculture, sylviculture, aquaculture, je vous rappelle que c'est l'activité la plus représentative, hein, 31% des salariés. C'est pas forcément le poids le plus important en termes de répartition d'arrêts de travail, hein, puisqu'on est à 21%, ça représente quand même 21% des arrêts de travail. Ça a un coût de 33 millions pour cette activité-là. Et en termes de fréquence, vous voyez qu'on est à 5,8 pour la maladie. Excusez-moi, décidément, quelqu'un qui veut absolument m'appeler. Donc l'indice de fréquence, pardon, est de 5,8 sur la maladie et 1,3 sur l'accident de travail et maladie professionnelle. Donc globalement, en termes d'indice de fréquence, c'est des gens qui s'arrêtent un petit peu moins que la moyenne, toute activité confondue. La deuxième activité, donc activité financière et assurance, hein, qui représentait la deuxième plus grosse activité, 20% des salariés, eh bien c'est celle qui s'arrête le plus, hein, 25%, ça représente 25% des arrêts de travail. Avec là un indice de fréquence qui est quand même important, 12,7 en maladie, moins en AT-MP, hein, on s'arrête, il y a moins d'accidents de travail, maladie professionnelle sur cette activité-là. Mais enfin, au total, si on additionne les deux indices de fréquence, on est à 12,9, alors que la moyenne est à 10,5. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais cette activité-là, enfin le coût, vous voyez, est de 27 millions. Alors qu'il y a plus d'arrêts de travail que dans la première activité, où là, le coût est de 33 millions.
Cette différence-là, qui peut paraître étonnante, s'explique en fait par la répartition maladie et accident de travail, hein. Il y a plus d'accidents de travail, maladies professionnelles dans la production agricole que dans l'activité financière et assurance. Et vous savez comme moi que l'accident de travail, maladie professionnelle coûte plus cher, les indemnités sont pas les mêmes. Et qui plus est, en général, on s'arrête plus longtemps en accident de travail, maladie professionnelle qu'en maladie. Voilà, le troisième chiffre sur lequel je voulais m'arrêter un petit peu, c'est sur l'activité santé et action sociale, hein, qui concerne même essentiellement l'aide à domicile. Donc c'était 3% des salariés, et vous voyez que ça représente 9% des arrêts de travail, avec un coût de 9 millions d'euros, mais surtout un indice de fréquence qui explose, qui est à 27,1. Si on rajoute le 4 en accident de travail, maladie professionnelle, on dépasse un indice de fréquence de 30, ce qui est considérable. J'ai pas d'explication, hein, pour ma part. On peut faire des suppositions, mais qui, à mon avis, ne se vérifient pas. La première des suppositions, c'est qu'on pourrait se dire qu'être aide à domicile est plus difficile que de ramasser des melons, mais j'en suis pas convaincue. La deuxième hypothèse, c'est qu'on pourrait se dire, on pourrait prendre le niveau scolaire. Peut-être qu'aide à domicile, on a un niveau scolaire moins important que dans la production agricole et donc on s'arrête un peu plus, mais je ne suis pas non plus du tout convaincue que ce soit réel. Donc voilà, moi je n'ai pas d'explication à cette fréquence qui est extrêmement élevée sur l'activité santé et action sociale. Sur la slide suivante, vous avez un diagramme avec donc le nombre d'arrêts de travail en fonction de l'âge et de la reconnaissance d'une affection de longue durée. Donc, il n'y a pas vraiment de grande surprise, hein. Les jeunes s'arrêtent un peu moins que les plus âgés, entre guillemets. Vous voyez que entre les 30 et les 59 ans, c'est à peu près équivalent. Et puis, ça chute après 60 ans. Ce qui est important de relever, c'est que plus on vieillit et plus on s'arrête pour une maladie qui est en lien avec une affection de longue durée. Mais c'est ce qu'on retrouve de toute façon dans la population générale, hein. Plus on vieillit et plus on a quand même un risque de développer une maladie qui sera reconnue en affection de longue durée. Et enfin, dernier diagramme sur cette cartographie, c'est la répartition du nombre d'arrêts de travail selon le risque et la durée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 7,7% de salariés qui se sont arrêtés en 2023, on en a 88% qui se sont arrêtés sur le risque maladie et on en a 12% qui se sont arrêtés sur le risque accident de travail, maladie professionnelle. Et comme je vous l'ai dit aussi, vous voyez que la durée moyenne est plus importante en accident de travail, maladie professionnelle qu'en maladie, puisqu'on est 60 jours en accident et 38 jours en maladie. On peut s'arrêter aussi 2 secondes, même si vous n'avez pas les chiffres, sur les arrêts courts, c'est-à-dire les arrêts de moins de 8 jours. Vous voyez que c'est la grande barre marron. Donc en maladie, ils représentent 40% des arrêts de travail, alors qu'en accident de travail, ils représentent seulement 28%. Donc il y a globalement peu d'arrêts de travail courts en accident de travail et maladie professionnelle. À l'inverse, les arrêts longs, c'est-à-dire de plus de 3 mois, en maladie, ils représentent 10%, alors qu'en accident de travail et maladie professionnelle, ils représentent 16%. Voilà. Alors, après, je vais passer très rapidement là-dessus parce que vous retrouverez tous les chiffres en fait dans le PPT qui sera à votre disposition. Juste si on peut mettre la première slide, enfin la 17, pardon, Bénédicte, pour montrer un exemple. Donc en fait, pour chaque type d'activité, c'est pour ça que je ne vais pas le détailler là, vous retrouvez un petit peu cette cartographie-là, avec en bleu clair tout ce qui est maladie, en bleu un peu plus foncé tout ce qui est accident de travail.
Et donc, vous avez voilà, l'indice de fréquence, la part des arrêts de travail de moins de 8 jours, la durée moyenne, la proportion des accidents de travail, maladies professionnelles, etc. Donc là, on va passer sur ces slides-là, mais vous les retrouverez, elles sont à votre disposition dans le PPT qui vous sera donné. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maîtriser un petit peu ces dépenses liées aux indemnités journalières? Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire côté MSA, j'entends, côté assurance maladie? Alors la première chose, c'est ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. On a déjà fait un webinaire. On vous remettra d'ailleurs le lien sur le PPT si vous voulez le voir ou le revoir. Le but de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est évidemment de maintenir le salarié en emploi. C'est donc bien un levier pour maîtriser les coûts des indemnités journalières. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi la prévention de la désinsertion professionnelle? Eh bien, c'est des actions qui sont faites en pluridisciplinarité, pardon, avec les autres services de la MSA. Et donc, c'est des réunions, en fait, qui ont lieu en fonction des départements, entre 1 à 2 fois, enfin, 1 à 2 par mois, où on retrouve une assistante sociale, un médecin conseil, un médecin du travail et Cap emploi. Alors évidemment, la meilleure des préventions, ça reste quand même la prévention primaire, c'est-à-dire celle qui est avant l'arrêt de travail, tout simplement en développant des conditions de travail qui vont être favorables à l'épanouissement physique et moral du salarié. Donc là, évidemment qu'en tant qu'employeur, vous avez votre rôle et votre responsabilité là-dedans. Mais nous, on va s'arrêter plutôt sur la prévention secondaire, c'est-à-dire une fois que l'arrêt de travail est enclenché. Alors, il y a différentes mesures possibles. Ça peut aller du simple aménagement de poste, qui permet au salarié de rester à son poste dans les meilleures conditions possibles. Ça peut être la mise en place d'un temps partiel thérapeutique qui va permettre au salarié de poursuivre son activité sur son poste, en général avec des aménagements de poste, mais aussi surtout des aménagements d'horaires de travail qui lui permettent pendant un certain temps de se soigner et de travailler en même temps. Ce qui va l'aider évidemment à maintenir son emploi. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle un essai encadré. Donc l'essai encadré, c'est quand, a priori, on ne va pas pouvoir rester à son poste et qu'on envisage un autre poste, soit au sein de la même entreprise, soit dans une autre entreprise. Donc un essai encadré, ça peut être, c'est 2 fois 14 jours. Voilà, ça permet en fait d'aller tester ses capacités de travail sur un autre poste de travail. Il peut y avoir aussi bien sûr un bilan de compétences et une reconversion professionnelle, quand il n'y a pas du tout de possibilité de reclassement dans l'entreprise. Et puis ça peut aller jusqu'à l'invalidité. Alors ça peut paraître paradoxal de mettre l'invalidité dans le maintien en l'emploi, mais c'est bien un levier parce que ça permet au salarié de réduire son temps de travail tout en ayant une compensation financière et donc de rester à son emploi. Alors en MSA, vous voyez qu'on a accompagné sur 2022, on a accompagné 17 851 assurés, pas forcément que des salariés. En 2023, on en a accompagné un peu plus de 24 000, donc vous voyez que ça progresse d'année en année. La typologie un petit peu des gens qu'on voit sur ce parcours de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est des gens qui sont âgés globalement entre 40 et 55 ans, majoritairement des hommes, avec un niveau scolaire pas très élevé quand même pour la moitié d'entre eux. Plus de la moitié sont salariés, mais c'est vrai que la PDP peut concerner aussi des agriculteurs, des non-salariés. Un tiers d'entre eux sont sur l'activité maraîchage et horticulture.
Voilà, la moitié d'entre eux étaient en arrêt maladie. Donc, on va passer maintenant sur le service du contrôle médical, qui est donc mon service, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au contrôle médical, parce que j'imagine que parfois, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, le contrôle médical, d'abord, il faut savoir que c'est des médecins conseils, mais pas uniquement. On peut aussi avoir des infirmières au contrôle médical. C'est pas notre cas en Languedoc, mais c'est le cas dans à peu près une quinzaine de caisses de MSA. Et c'est aussi bien sûr des agents administratifs. Donc on va avoir, on va recevoir les salariés, hein, dans le cadre de nos activités, les salariés qui sont en arrêt de travail, pour se positionner sur la justification de cet arrêt de travail, si on est d'accord pour une prolongation ou pas. Mais on va aussi recevoir des salariés qui ne sont pas en situation d'arrêt de travail, mais simplement qui font une demande de prestation, comme par exemple une invalidité. On peut très bien faire une demande d'invalidité sans être en arrêt de travail. Et dans la prévention de la désinsertion professionnelle, bien évidemment, on a notre rôle, comme je vous l'ai dit. On travaille main dans la main avec le service de santé sécurité au travail et les médecins du travail et les assistantes sociales qui accompagnent ces assurés. Donc, on échange évidemment avec les médecins traitants, hein, les médecins spécialistes quand on a besoin. On va donner notre avis, favorable ou défavorable, sur le temps partiel thérapeutique, hein, puisque vous savez qu'un temps partiel thérapeutique, il est prescrit par le médecin traitant, mais derrière, il est accordé ou pas par le médecin conseil, et l'employeur a lui aussi la possibilité de refuser ou d'accorder ce temps partiel thérapeutique. On décide aussi de la stabilisation de l'état de santé, hein, c'est-à-dire qu'on met un stop aux indemnités journalières quand on estime que la prolongation n'est plus justifiée. On décide de l'attribution ou pas d'une pension d'invalidité. On évalue les séquelles dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles, hein, qui vont ensuite donner lieu à un taux de séquelles avec une indemnisation de la part de la MSA. On va faire le lien, bien sûr, dans le cadre de la désinsertion professionnelle, comme je vous l'ai dit, avec le médecin du travail et le travailleur social, mais on ne fait pas le lien avec l'employeur. On oriente les situations complexes donc vers la prévention, la cellule de prévention de désinsertion professionnelle. Et dernière chose, c'est que quand il y a des actions de remobilisation, comme par exemple une reconversion professionnelle ou un essai encadré, on s'assure que la durée prévisible de l'arrêt de travail est compatible avec la durée de l'action de remobilisation. Voilà. Un exemple, hein, quelqu'un qui devrait faire une formation pour se reconvertir qui durerait 18 mois, alors que le motif de l'arrêt de travail, a priori, ne devrait pas excéder 3 mois, on ne va pas être d'accord. Enfin, on ne va pas être d'accord pour que cette reconversion se fasse pendant le temps de l'arrêt de travail. Voilà, ça c'est donc notre rôle dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, on a des actions dites socles, hein, c'est-à-dire que les médecins conseils vont voir les arrêts de travail de façon un petit peu systématique. Alors quand je dis voir, ça ne veut pas dire forcément convoquer, ça veut dire que le dossier de l'assuré passe entre nos mains, il est analysé et on prend une décision. Donc de façon systématique, on va voir tous les arrêts maladie à 45 jours. Ce qui veut dire, si on prend l'inverse, c'est que en fait, les arrêts de travail de moins de 45 jours, le médecin conseil ne les voit pas. C'est important à savoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en arrêt de travail 1 mois, ça ne passe pas du tout par le contrôle médical. On ne les voit pas. On va voir aussi tous les arrêts de travail qui arrivent à l'échéance que le médecin conseil a préalablement fixée. Je m'explique, je vois un arrêt de travail à 45 jours. Je sais que c'est une pathologie pour laquelle, de toute façon, le salarié va être en arrêt de travail au moins 12 ou 18 mois, on va dire 12 mois. Moi, je vais donner mon accord pour que les indemnités journalières soient payées jusqu'à 12 mois. Et donc, le dossier en fait, d'arrêt maladie, je ne le reverrai pas avant le 12e mois.
parce que j'ai estimé que ça ne servait à rien pour moi, il ne se passerait rien de particulier sur cette période-là. Et enfin, on voit aussi tous les arrêts maladie qui arrivent 6 mois avant la fin de l'échéance, enfin des fins de droit administratif. Voilà, ça c'est ce qui est vu de façon systématique. Après, on a des actions un petit peu plus, non pas ponctuelles parce qu'elles sont mensuelles, mais un petit peu différentes, on va dire. On a d'abord une action sur les arrêts de travail répétitifs. Les objectifs, c'est de détecter un petit peu les signaux faibles d'assurés qui seraient dans des situations où il peut y avoir une problématique de maintien en emploi et en fait les gens ont recours à l'arrêt de travail parce qu'ils ne sont pas bien là où ils sont. Il n'y a pas forcément de pathologie derrière. Voilà, c'est des éléments de repérage en fait. Mais ça peut aussi être un repérage d'assurés qui sont clairement dans une situation d'utilisation abusive des arrêts de travail, et donc par leur répétition. Et donc l'idée, c'est de les voir, là pour le coup, et d'essayer d'induire un changement de comportement. Donc d'un point de vue pratique, c'est une requête informatique qui passe tous les mois, et qui va détecter les assurés qui ont eu au moins 4 arrêts de travail initiaux de plus de 3 jours sur les 9 mois qui précèdent la requête. Voilà. Donc ça, c'est une requête qui passe tous les mois, qui arrive sur mon bureau, puisque c'est moi qui fais l'analyse médicale de ces dossiers. En général, je décide sur pièce, parce que c'est un volume important et que je ne peux pas convoquer tous ces assurés. Mais je peux aussi prendre contact avec le prescripteur, ou je peux aussi faire ce qu'on appelle une téléconvocation pour prendre ma décision. La décision, ça peut être de poursuivre l'arrêt de travail, ça peut être de stopper l'arrêt de travail, ça peut aussi être une mise sous surveillance, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, on ne voit pas les arrêts de travail de moins de 45 jours. Là, ces assurés, si on les met sous surveillance, même s'il y a un arrêt de travail de 2 jours, je vais le voir. Voilà. Donc ça, c'est une action sur les arrêts de travail répétitifs. On a une autre action qui est une action dite de supervision collective. Donc là, c'est une action qui est aussi mensuelle par une requête informatique qui va porter sur des assurés avec des pathologies ciblées. On va cibler les assurés, les salariés qui sont en arrêt de travail pour une pathologie lombaire, quel que soit le risque, maladie ou accident de travail, maladie professionnelle. Pourquoi pathologie lombaire? Parce que c'est le deuxième motif de recours au médecin traitant. Parce que c'est 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. Et parce que surtout, c'est la première cause d'exclusion du travail avant 45 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ciblé cette pathologie. On cible aussi les assurés qui sont en arrêt de travail pour des motifs psychologiques ou psychiatriques. Parce que là aussi, vous voyez que la prévalence de la LD23, c'est tout ce qui est justement psychiatrique, c'est 20 pour 1000, c'est au 5e rang après le diabète, l'insuffisance cardiaque, les cancers et la maladie coronaire. Donc c'est quand même très fréquent. Et enfin, on va cibler les assurés qui sont en arrêt de travail de plus de 12 mois parce que c'est un poids en termes de coût, mais aussi parce que c'est les assurés qui ont le plus de risques en fait de désinsertion socio-professionnelle. Donc c'est une fois qu'on a cette requête mensuelle, c'est en fait ce qu'on appelle une supervision, c'est-à-dire que l'ensemble des médecins conseils se réunit physiquement et on va passer en revue tous ces dossiers. Et on va prendre des décisions qui, là aussi, sont les mêmes que tout à l'heure. Ça peut être de prolonger, ça peut être de stopper, ça peut être de convoquer ou de téléconvoquer. Voilà. Je vais je vais passer la main à Christelle sur les circuits de signalement, mais peut-être qu'il y a des questions dans le fil. Pas pour l'instant. Ça marche. Alors, je prends la suite. Au niveau des circuits de signalement, il faut savoir que nous recevons régulièrement
donc des signalements de l'employeur pour des suspicions de faute, d'abus, et que toutes les demandes que nous recevons sont analysées. À partir des éléments qui sont mentionnés dans ce qu'on reçoit, on peut déclencher soit l'intervention du service administratif, qui là va analyser la situation et oriente le plus souvent vers un contrôle administratif si nécessaire. Ou alors, on peut également déclencher un contrôle médical en se rapprochant du service médical qui, lui, analyse tous les éléments, peut convoquer l'assuré s'il en estime que c'est nécessaire et ensuite se positionnera sur la poursuite ou pas de l'indemnisation et sur éventuellement une situation de fraude. Donc, tout ce qu'on reçoit est analysé, est étudié, soit par le service administratif, soit le contrôle médical, soit les deux, puisque nous coopérons sur l'ensemble des dossiers que nous traitons. Point suivant. Alors, un employeur peut également déclencher des contrôles en se rapprochant d'un prestataire. Catherine, tu prends la suite pour ce point-là? Je prends la suite. Pourquoi ce petit focus? Parce que donc les médecins mandatés par l'employeur, globalement, il y en a assez peu en Languedoc, mais les quelques-uns qui sont réalisés ne sont pas forcément réalisés en bonne et due forme, et je profite donc d'avoir des employeurs aujourd'hui en face de moi pour vous rappeler quelques règles. Donc, vous mandatez un médecin qui va réaliser une visite à domicile. Bien sûr, il faut que cette visite à domicile se fasse dans les horaires réglementaires de sortie autorisés, c'est-à-dire entre 9h et 11h et 14h et 16h. Le dernier rapport que j'ai reçu, la visite s'est faite à 17h34, donc c'est complètement caduc. Nous, on peut pas prendre un dossier dans lequel, en fait, les horaires n'ont pas été respectés. Ensuite, le médecin mandaté par l'employeur, donc MME, c'est lui qui doit faire parvenir son rapport au contrôle médical. C'est pas vous, employeur, qui devez le faire, c'est le médecin que vous avez mandaté qui doit le faire. Et ce qui est très important, c'est qu'il doit le faire dans les 48 heures. Et puis, il doit noter, évidemment, s'il a pu voir le salarié, s'il a pu procéder à un examen médical. Mais ces 48 heures, c'est important. Parce que même si on le reçoit, je vais vous dire, à 5 jours ou à 6 jours, ne vous inquiétez pas, il va quand même passer au contrôle médical et on va quand même l'étudier, le dossier. Mais si derrière, il y avait un recours de la part du salarié, compte tenu que les délais n'ont pas été respectés, le recours, on le perd. Et vous le perdez aussi. Donc c'est dommage, tout le monde a perdu son temps. Donc j'insiste vraiment sur ces 48 heures. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, on analyse le rapport du médecin mandaté par l'employeur et de notre dossier, nous, que nous avons sur l'assuré, et on décide, en général là aussi sur pièce, de maintenir ou de stopper les indemnités journalières. Si on stoppe les indemnités journalières, le service santé va notifier le stop IJ à l'assuré, et l'assuré a 10 jours pour saisir le contrôle médical et nous demander un nouvel examen. Donc nous, lui, il a 10 jours pour nous solliciter, et donc nous, derrière, on doit organiser une convocation, une téléconvocation, pour soit revenir sur notre décision, soit la confirmer. Petit rappel, quand sur l'arrêt de travail, il y a des sorties libres autorisées par le prescripteur, c'est au salarié de vous informer des heures auxquelles il peut être visité par un médecin mandaté par l'employeur. Je pense que c'est rarement fait. Petit retour d'expérience, on va dire, moi je suis en MSA seulement depuis 2023, mais c'est vrai que des rapports de médecins mandatés par l'employeur, j'en ai très très peu.
que globalement, l'examen médical est rarement possible parce qu'en fait, les médecins mandatés ne trouvent pas l'assuré à domicile, soit parce qu'il est en horaire libre et qu'il n'a pas donné les horaires auxquels on pouvait le visiter, soit parce que la visite se fait en dehors des horaires obligatoires de présence. Voilà. Nous avons Les quelques Oui. questions, peut-être quelques Oui. questions avant de passer aux actualités. Une première question donc sur le signalement de l'employeur vers la MSA. Donc, que doit-il contenir à minima, le signalement? Et d'un point de vue médical, est-ce que l'employeur est à même d'apporter des éléments que l'employeur ne peut pas toujours prouver? Alors, qu'est-ce que doit contenir votre signalement? Évidemment, bon, nom, prénom de votre salarié. Si possible, oui, non, j'allais dire la date de début d'arrêt de travail, mais c'est pas la peine parce que nous, on l'a de notre côté. Mais surtout, qu'est-ce qui fait que vous faites ce signalement, hein? Est-ce que c'est parce que vous l'avez vu jouer un match de foot alors qu'il a une fracture de cheville? Voilà, la difficulté, c'est que vous n'avez pas le motif de la pathologie sur l'arrêt de travail. Donc je pense que c'est quand même assez compliqué pour vous de juger s'il y a matière à signaler ou pas. Mais voilà, si vous faites un signalement, c'est que vous avez des raisons de faire un signalement. Donc il faut, il y a pas de minimum à nous transmettre. Il faut au contraire nous transmettre tous les éléments qui vous amènent à faire ce signalement. Sur des éléments que vous ne pouvez pas prouver, vous pouvez quand même nous les marquer. Même si vous n'avez pas de preuves, ça reste un signalement, et nous, on verra si on peut aller un petit peu plus loin dans les enquêtes, hein. Ça nous arrive, hein. Par exemple, mon exemple de fracture de cheville et de match de foot, il sort pas du chapeau, hein. On s'est rapproché de la fédération de foot pour savoir si sur tel match, tel jour, tel joueur était bien inscrit sur la liste des joueurs. Voilà, donc même si vous n'avez pas de preuves, on peut, nous, par nos enquêtes, essayer d'en avoir un petit peu plus. Autre question, en cas de sortie libre, c'est au salarié d'indiquer les heures de visite auxquelles il est présent à son domicile? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, en cas de sortie libre, c'est son obligation de vous prévenir à quelle heure il peut être vu chez lui, au cas où vous feriez un contrôle par un médecin mandaté. Et dernière question, pour revenir sur la téléconvocation que vous aviez évoquée il y a un instant, l'adhérent doit-il être équipé informatiquement? Et j'imagine, question sous-jacente, s'il n'est pas équipé, comment cela peut-il se passer? Alors, il ne faut pas confondre téléconsultation et téléconvocation. La téléconsultation, on peut en faire dans des cabines, par exemple, de téléconsultation, de téléexpertise. Nous, la téléconvocation, ça demande rien d'autre qu'un téléphone. L'inconvénient, c'est que, on n'a pas de visuel. Mais l'avantage, c'est que ça va plus vite, et qu'on peut faire, beaucoup de téléconvocations, contrairement à du présentiel. Voilà. Donc c'est un outil pour nous, intéressant, notamment sur les arrêts de travail que l'on voit, pour tout ce qui est, motif psychologique, psychiatrique, hein, où là, on n'a pas forcément besoin d'examiner, d'un point de vue médical les assurés, hein. Donc l'intérêt de la convocation physique, c'est quand même, la plus-value, c'est de pouvoir examiner les gens. Mais sur tout ce qui est pathologie psychiatrique, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'un examen clinique, donc ça permet d'avancer dans la problématique d'arrêt de travail par simplement un appel téléphonique. Néanmoins, ça reste un appel téléphonique programmé, hein, c'est-à-dire qu'on prévient les gens plusieurs semaines avant et on leur dit voilà, tel jour, telle heure, vous devez être devant votre téléphone avec l'ensemble de votre dossier médical et le médecin conseil va vous appeler. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Nous pouvons donc continuer le fil de la présentation par les actualités. Alors, au niveau des actualités, la première étape des actualités, c'est le nouveau formulaire CERFA qui a été livré donc au 1er juillet. Alors, pourquoi ce formulaire il a été mis en place? C'est très simple, hein.
L'ancien formulaire CERFA tel qu'il était facilement falsifiable. Et compte tenu du volume d'arrêts de travail qu'on commençait à recevoir et qui était falsifié, les pouvoirs publics ont fait le choix, en collaboration avec les médecins, de mettre en place un nouveau formulaire qui, de par tout ce qui est mentionné dessus, est non reproductible, voilà, par des moyens de reprographie classiques. Donc, il a été conçu pour renforcer la sécurité et améliorer l'efficacité dans la gestion des documents administratifs. Voilà. Et donc, il est obligatoire depuis le 1er juillet. On est dans une phase transitoire, donc on a beaucoup communiqué auprès de nos adhérents par rapport à cet arrêt de travail. Et on l'accepte encore, mais on n'en a plus beaucoup. C'est en train vraiment de s'étioler. Maintenant, et d'ici peu, on va complètement les rejeter dès lors qu'on n'aura pas le nouveau formulaire. Voilà. Et ça fait le lien, Christelle, je me permets, avec une question dans le fil de discussion qui demandait si le salarié est indemnisé, même si on lui remet un ancien CERFA. Alors, le salarié est indemnisé, mais en fait, il y a tout un dispositif qui consiste à lui rappeler que ça doit être le nouveau formulaire, que derrière, il doit nous le transmettre, que ce formulaire, il présente un caractère obligatoire et que prochainement, s'il ne fournit pas le bon formulaire, il ne sera pas indemnisé. Il y a tout un accompagnement. Voilà. L'idée de la phase transitoire, c'était aussi de répondre à une problématique de diffusion de ce nouveau formulaire CERFA auprès de l'ensemble des professionnels de santé ou toutes les spécialités qui sont amenées à prescrire des arrêts de travail. Donc, ça a été fait en plusieurs temps. La bascule, c'est le 1er juillet. Il y a eu une phase de tolérance qui est acceptée jusqu'au 1er septembre. Et là, on est sur la dernière étape. Donc, on recevra prochainement la date du rejet définitif. Voilà. Tu prends la suite, Catherine, pour le contrôle du résident. Alors, la deuxième actualité dont on voulait vous faire part, parce que c'est quand même très récent, c'est sur les séjours hors circonscription et à l'étranger de vos salariés qui seraient en arrêt de travail. Vous savez que jusqu'à il y a très peu de temps, quand un salarié en arrêt voulait partir en vacances un peu plus loin que son département, il devait demander une autorisation préalable au contrôle médical et le médecin conseil accordait ou refusait cette sortie hors circonscription. Mais depuis un arrêt du 28 novembre 2024 du Conseil d'État, les caisses ne sont plus fondées à suspendre en fait le versement des IJ parce qu'il n'y aurait pas eu cette autorisation préalable. Il en résulte donc que le déplacement d'un assuré en arrêt de travail, pour cause de maladie ou accident de travail, ne peut entraîner la suspension des indemnités journalières que si en fait ce déplacement va empêcher le contrôle médical d'exercer sa mission de contrôle. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais je vous détaille en fait les différents cas de figure, vous comprendrez mieux, je pense. Soit l'assuré, le salarié, pardon, veut passer 15 jours ou 3 semaines sur le territoire national, mais un autre département que le sien. Aujourd'hui, il doit simplement en informer la caisse en nous mentionnant le lieu de sa villégiature et les dates. Voilà. Ce qui nous permet, nous, d'envoyer une convocation à cette adresse si on a besoin de le convoquer. Pour les pays de l'Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni, c'est exactement la même chose. En revanche, quand ils partent dans un pays qui est hors Union européenne, Suisse et Royaume-Uni, il y a deux cas de figure. Soit il y a ce qu'on appelle un accord bilatéral de sécurité sociale. Donc, je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est essentiellement les pays du Maghreb, la Turquie, l'Andorre, Monaco et quelques États des Balkans.
là, il faut toujours un accord préalable du contrôle médical. Donc l'assuré doit nous faire passer sa demande au moins 15 jours avant son départ, qu'on ait le temps de l'étudier. Et si on accorde ce séjour, rien ne nous empêche, malgré tout, d'envoyer une convocation à cette adresse. Et l'assuré doit venir à sa convocation, même s'il est au Maroc, en Turquie, en Andorre ou à Monaco. À lui de se débrouiller pour être présent à sa convocation. Petite précision, pour bénéficier des indemnités journalières dans cette situation précise-là, l'assuré doit être ressortissant de ce pays ou avoir la binationalité. Quelqu'un qui serait français, salarié, et qui voudrait partir 3 semaines en Turquie, il faut soit qu'il soit turc, enfin non, pardon, je viens de dire qu'il était français. Donc il ne pourra pas. Pour bénéficier des indemnités journalières, il faut qu'il soit turc ou franco-turc. Voilà. Donc ça, c'est des conditions administratives en fait à remplir, hein. Maintenant, deuxième cas de figure, dans un pays hors Union européenne pour lequel il n'y a pas d'accord bilatéral de sécurité sociale, il faut toujours un accord préalable du contrôle médical. Donc pareil, il fait sa demande 15 jours avant sa date de départ. Mais là, si le contrôle médical donne son accord, ça veut dire qu'on renonce en fait à faire une convocation pendant cette période-là et les IJ seront versés. Par contre, s'il n'y a pas eu de demande et qu'on s'aperçoit par un moyen ou par un autre qu'il est parti, là on peut suspendre, enfin le service santé peut suspendre les indemnités journalières. Voilà, donc ça c'est très récent puisque cet arrêté il date du 28 novembre 2024, mais en fait le temps que ce soit mis en place dans les caisses, c'est mis en place là depuis le 15 septembre, hein. C'est vraiment très très récent. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Alors, nous avons 2 questions, alors pas en lien avec les séjours hors circonscription, mais 2 questions en lien avec le nouveau CERFA. Alors, la première question, est-ce qu'on peut voir ces nouveaux formulaires pour pouvoir les reconnaître? Alors, est-ce que j'en ai moi là à disposition? Je pense pas. Mais en fait, ils sont assez reconnaissables parce qu'ils ont tout simplement en haut un petit timbre, vous savez, holographique, comme on a sur les passeports. Bon, c'est principalement à ça qu'on les reconnaît parce qu'après le reste, bon, c'est les mêmes informations à inscrire, etc. Il y a certainement plein d'autres petits points de contrôle hein, qui peuvent être faits, mais pour les reconnaître de façon comme ça, spontanée, c'est vraiment ce petit timbre holographique. Deuxième question, qui cette fois-ci, pardon, concerne les rejets d'indemnisation par rapport au nouveau CERFA qui ne serait pas produit. Donc la difficulté, donc est-ce que l'employeur sera informé du rejet en lien avec naturellement le cas de maintien de salaire, car dans ce cas-là, l'employeur verserait le salaire sans savoir si la part MSA est versée. Là, je te laisse répondre, Christelle. Alors, je prends la parole. Donc, évidemment, si on ne peut pas indemniser l'arrêt de travail, l'employeur reçoit une information. Question plus générale, celle-ci, sur le lien entre le salarié et l'information qu'il doit faire à la MSA. Est-ce que le salarié doit prévenir via son espace privé? Ou y a-t-il d'autres modalités d'intervention du salarié? Ben, je comprends pas. Prévenir par rapport à quoi? Aux sorties hors circonscription, peut-être? J'imagine, c'était en lien avec le dernier point. Certainement. Par rapport aux demandes de sortie hors circonscription, cette demande de sortie, quand le pays est concerné par un accord préalable hein, fait par le contrôle médical, c'est principalement par courrier, mais ça peut aussi être fait par un message dans l'espace privé. On le traitera aussi de cette manière. Bien, je ne vois pas d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres questions.
Donc, sauf nouvelle intervention. Non, oui, c'était pour les sorties, effectivement. Donc, la réponse, vous avez apporté le niveau de réponse adéquat. Écoutez, sauf votre question de dernière minute, le mot de la fin donc m'appartient. Donc, je vous ai transmis dans le question-réponse un petit formulaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Ça nous donne beaucoup d'informations à la fois sur, sur la pertinence de l'intervention, mais surtout sur vos besoins pour les modalités à venir et surtout les interventions à venir. Alors, encore une fois, le webinaire du jour s'insère dans le cadre de l'offre de service aux entreprises et nous serons amenés dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent à essayer d'intervenir de plus en plus pour faire le relais avec vous, les entreprises, et vous accompagner au mieux. Donc, de nombreux événements seront prochainement organisés. Donc, vous retrouverez l'ensemble des documents, les annexes, très prochainement, d'ici la fin de la semaine, sur notre site internet. Nous en ferons l'information sur les réseaux sociaux. Et à ce stade, il me reste quelques remerciements à prononcer. Déjà, à vous, entreprises, qui avez pris le temps de vous libérer, de vous accompagner. Et je vois que le sujet d'actualité a suscité beaucoup de questions. Donc, ça semblait absolument pertinent de revenir vers vous aujourd'hui. Remercier nos brillantes intervenantes, le docteur Catherine Richard et Christelle Vité. Et également un petit remerciement aux collègues, donc Bénédicte Pacul et Patrick Vernier, qui dans l'ombre ont permis la parfaite réalisation de cet événement. Donc merci à vous tous et à très bientôt pour un prochain événement sur AMS du Languedoc. À très bientôt. Au revoir.